Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les opérations de déguerpissement se poursuivent à Conakry, à la cité ministérielle, dans la commune de Dixine. C'est un départ indignant pour la plupart des victimes que notre rédaction a pu rencontrer ce jeudi. Des traitements dégradants dans les industries, on en parlera avec cette fois-ci les travailleurs de Spesplast à Manéa, dans la préfecture de Koya, en grève depuis une semaine. Ces travailleurs réclament l'amélioration salariale, la dotation en équipement de protection individuelle. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis toute l'actualité sportive, ce sera en fin de journal avec Alcénie Baldé. Encore une fois, bienvenue à tous. Les combats en Ukraine s'intensifient et des Guinéens sont toujours piégés dans certaines villes du pays. Notre rédaction a pu entrer en contact avec un étudiant vivant à Kherson, une des dernières villes ukrainiennes annexées par les soldats russes. Le jeune affirme qu'il vit dans les bunkers et impossible pour lui de sortir de la ville. Bandou Condé invite les autorités à déployer les moyens pour leur permettre de quitter le pays. Alcénie Bari pour la suite. Sur cette carte, la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, complètement annexée par les forces russes. Ici, survit Bandou Condé. Un étudiant guinéen âgé de 29 ans. Il n'a pas pu sortir de la ville avant l'offensive. Dans ces bunkers du sous-sol qui lui servent d'abri, il ne sort que 10 minutes par jour pour trouver de l'air frais. Présentement, au moment où je vous parle, la ville de Kherson est dans la main des Russes. Donc, c'est contrôlé par les Russes maintenant. Donc, il n'y a pas de circulation dehors. La ville est totalement paralysée. On ne peut même pas sortir. On est tout le temps enfermé dans les bunkers au sous-sol. Donc, c'est tellement difficile pour nous alors là. Dans ces abris de fortune, la nourriture s'épuise. L'eau aussi. Les journées deviennent pénibles. Et les forces russes ont bombardé les routes, les rails, les ponts. Impossible de quitter la zone. On avait des stocks avec nous, soit pour le manger, donc les fournitures là. Mais actuellement, le stock, c'est en train de finir, tu vois. Et la ville, la manière dont ça continue comme ça, on risque de rester sans, on n'a rien sur nous. Donc la ville, c'est pas facile. La vie n'est pas facile ici actuellement pour nous. Le joindre sur les réseaux sociaux a été un parcours de titan pour nous, car même l'Internet est perturbé. Cependant, plusieurs compatriotes ont pu sortir du pays. Je parlais aussi avec les représentants des Guinéens qui sont dans une conférence en Zoom. Donc, on a parlé là-bas. Donc, ils ont dit que la majorité des Guinéens sont hors de l'Ukraine maintenant. Bandou n'est pas le seul à Kherson. Un de ses amis y vit également. En Ukraine, les combats s'intensifient. La frontière polonaise refoule du monde. Les plus chanceux de nos compatriotes ont dû cravacher pour sortir du pays, comme le témoigne un étudiant qui nous a contactés. Je suis étudiant ici en Ukraine et on est ici bloqué du côté de la frontière ukrainienne. On cherche à passer, mais on ne prend que les enfants et les femmes pour l'instant. Mais j'aimerais faire une doléance du côté du gouvernement guinéen afin qu'il puisse nous faire une lettre diplomatique et qu'il nous laisse des représentants qui puissent venir du côté ukrainien par là afin de pouvoir nous faire passer. Pour le moment, du côté du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, c'est silence radio. Personne ne veut communiquer. Dans le même cadre, l'ONU a tenu une assemblée générale extraordinaire pour exiger la fin du conflit russo-ukrainien. La Russie bénéficie du soutien d'un certain nombre de pays. Parmi les 181 États présents, 35 se sont abstenus et 5 ont voté non à la résolution. Parmi les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, 12 étaient absents, dont le Pérou, l'Azerbaïdjan, le Maroc et la Guinée. Mamadou Kalisso. Pour le moment, nous ignorons les motifs de l'absence de la Guinée à ce rendez-vous mondial.
Pourtant, le Mali voisin, qui est aussi sous sanction, y a participé. Il fait partie des 35 qui se sont abstenus. À l'unanimité, les grandes démocraties condamnent ce qu'elles qualifient d'invasion russe en Ukraine et traitent Vladimir Poutine de dictateur. Il y a cependant dans tous les continents des pays qui hésitent à condamner ou à soutenir la Russie. Par contre, ils appellent tous à une solution diplomatique. Il y a d'abord les protégés de la Russie, notamment la Syrie, le Venezuela et la Biélorussie. Ensuite, ceux qui ne veulent pas sentir les États-Unis, la Corée du Nord et l'Iran en tête. Sans oublier ceux qui ne veulent pas froisser la Russie et ceux qui se taisent obstinément pour diverses raisons. C'est le cas de la plupart des pays africains et le Brésil. Enfin, il y a ceux qui ne veulent pas choisir entre l'Amérique et la Russie. Finalement, plus d'un tiers de la planète croise les bras et observe. Un soutien implicite à Vladimir Poutine dans sa démarche de protéger ses frontières contre les menaces de l'OTAN. En 2008, les Occidentaux ont fait miroiter à l'Ukraine l'espoir d'adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est ce que soutiennent bien d'observateurs. Pourtant, ils savaient pertinemment qu'il y avait des réticences. L'une des candidates à l'élection présidentielle française accuse les puissances occidentales d'être co-responsables du conflit. J'accuse aussi le camp occidental, les puissances impérialistes d'être co-responsables, d'être responsables et finalement d'avoir utilisé le peuple ukrainien comme d'avoir pris le peuple ukrainien en otage. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, eh bien oui, ce sont eux qui sont victimes de cette situation. Selon une autre source diplomatique, à la veille de la chute du mur de Berlin, les Occidentaux avaient promis aux dirigeants de l'Union soviétique la dissolution de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Quand l'Union soviétique s'est disloquée, a disparu, pourquoi l'OTAN est-elle restée? Non seulement elle est restée, mais elle a avancé ses pions. Et regardez une carte, j'appelle tout le monde. Si, imaginez que la Russie ait installé des bases militaires et des milices et des missiles aux frontières des États-Unis, au Mexique ou au Canada. Vous ne pensez pas que Biden, les États-Unis, l'auraient pris comme une agression? Donc, il y a ce bras de fer. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont transformé l'Ukraine en théâtre de leur rivalité. Je vous le disais en titre, c'est un départ presque forcé pour la famille Sacco qui brandit un contrat dûment signé avec le patrimoine bâti. Un préavis de 6 heures seulement a été accordé à cette famille pour libérer la maison. Ce traitement réservé à un haut fonctionnaire de l'État est un cas sur plusieurs à la cité ministérielle. Mamadou Sadio Baldé vous retrace le choc moral d'un homme qui dit n'avoir de point d'appui que sa foi religieuse. Depuis le 30 décembre 2004, Aboubakar Sacco occupe cette portion de terre qu'il a viabilisée. Lundi à 10 h, une équipe se pointe et invite la famille à libérer la maison avant 16 h. On n'a reçu aucune lettre, aucune invitation pour nous inviter à libérer la maison. Pourtant, dans le contrat qui lie Aboubakar Sacco et le patrimoine bâti, il est mentionné dans l'article 8 ce qui suit. Le présent contrat est résilié de plein droit de part et d'autre, soit par la lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre avec décharge datée et signée par le destinataire. Dans ce cas, il est donné un préavis de 3 mois prenant effet à compter de la date de réception. L'État n'a pas respecté son engagement. La famille et les voisins chargent le camion. Bientôt, ils quitteront cette maison qu'ils occupent depuis 2004. À voir ce coup de balai, on a l'impression que c'est un déguerpissement normal. Or, le père de la famille a le cœur déchiré. Mais la manière qui a été utilisée pour me mettre dehors, c'est ça qui me rend triste. Dans un pays de droit, on ne doit pas traiter un citoyen comme ça. Et surtout un haut fonctionnaire qui a servi l'État pendant 44 ans, on ne doit pas le traiter comme ça. Emmanuel Kanté, militaire à la retraite, est un ami d'enfance à Aboubakar Sacco. Perdu dans ses réflexions, il invite l'État à se conformer aux lois de la République. Une mise en demeure de quitter en moins de 48 heures, si ce n'est pas dans notre pays, cela n'est pas possible dans un autre. Sauf peut-être les pays en état de guerre.
Le couple Sako a trouvé un simple mur, confie-t-il. Les annexes pour enfants, les arbres et fleurs sont l'œuvre de la famille. Alors que les attentions sont focalisées sur la saisie des domiciles des hommes politiques à Conakry, un acte qui soulage les paysans du côté de Timbi Madina, une sous-préfecture située dans la préfecture de Pita, en Moyenne-Guinée, retirée des mains de la Fédération des paysans du Fouta Djallon en 2020 et confiée à une association des jeunes agriculteurs. La chambre froide a été finalement restituée aux paysans. C'est une décision du colonel Mamadi Doumbouya à travers son ministre de l'Agriculture. Suivez. C'est l'explosion de joie à Timbi Madina suite à l'annonce de la restitution de la chambre froide aux producteurs locaux par le président de la transition. Le retrait de la plateforme par la Chambre nationale d'agriculture aux mains de la Fédération des paysans du Fouta Djallon en 2020 avait soulevé des inquiétudes au sein des paysans quant à la conservation de la pomme de terre. La reprise de la plateforme a donné lieu à des scènes de liesse. Qu'on restitue la clé à la Chambre, à la Fédération des paysans du Fouta Djallon. On remercie le président de la République pour cet acte, un acte qui a été arbitrairement mal compris par les gens. On remercie toutes les autorités, notamment le ministre de l'Agriculture, pour cet acte. On a réussi de retrouver notre plateforme. Vraiment, nous, les femmes, nous sommes très contentes de ça. Abdul Aziz Gobiko Diallo, producteur et membre de l'association des jeunes agriculteurs de Timbi, à laquelle la chambre froide a été confiée depuis 2020, accepte la décision des nouvelles autorités. Ça reste toujours aux mains de la fédération, ça reste toujours aux mains des jeunes agriculteurs et ça reste toujours aux mains des paysans producteurs de pommes de terre de Timbi Madina, alentour et de toute la localité. La fédération des paysans du Fouta Djallon, qui regroupe 35 000 producteurs agricoles, exclut tout conflit local entre agriculteurs, mais l'attribue au plus haut niveau du département de tutelle sous Alpha Condé. Ce n'est pas entre des jeunes de Timbi et la fédération, c'est entre la Chambre nationale d'agriculture et la fédération. L'acte a été fait pour la Chambre. Maintenant, l'acte est refait pour la fédération. Donc c'est ça la réalité. L'autorité militaire de Pita, venue mettre fin à l'impasse avec l'acte de Conakry, espère la fin de toute disgrâce. Tout est résolu, c'est fini, c'est Timbi qui gagne, c'est la préfecture de Pita qui gagne, c'est toute la Guinée qui gagne. Les producteurs considérés jusque-là protagonistes décident ainsi de fumer le calumet de la paix pour le bien-être de tous. Comment amener l'État guinéen à rendre son adhésion effective dans le partenariat pour un gouvernement ouvert? Cette réflexion a été mise à profit ce jeudi à Conakry par un groupe d'acteurs de la société civile qui, par le biais d'un plaidoyer, voudrait la transparence dans l'exécution budgétaire, autrement dit, favoriser une collaboration avec le gouvernement pour la promotion de la transparence de l'action publique à travers le numérique. Djibril Ba et Yacouba Traoré. Des acteurs de la société civile réunis autour du collectif des organisations pour la transparence et l'efficience budgétaire souhaitent que le gouvernement favorise plus de transparence dans la gestion du budget national. Ces plaidoyers fait suite à une manifestation d'intention de la Guinée d'adhérer au partenariat pour un gouvernement ouvert en décembre 2016. Cet outil offre des possibilités d'implication du public, des acteurs et des pratiques du contrôle. Depuis plusieurs années, nous travaillons déjà sur la transparence budgétaire. Nous avons noté ces dernières années des avancées dans bien de domaines, mais parfois aussi, en tout cas, les choses n'ont pas suffisamment avancé que nous avons voulu, comme nous l'avons voulu. Et cette transition-là offre plus de possibilités, de meilleures opportunités pour un tout petit peu affirmer le principe de transparence budgétaire dans la gouvernance. Selon le rapport d'éligibilité préparé par le partenariat pour un gouvernement ouvert, la note de la Guinée en 2018 est passée à 8 sur 12 points, soit 67%. En 2020, elle perd 4 points, soit un recul de 33%. Des difficultés institutionnelles et la situation politique expliquent cette régression. Toutefois, le gouvernement de transition veut inverser la tendance en appelant le budget 2022 un budget citoyen. Le citoyen lambda peut y accéder sur le site du ministère du Budget et même sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Donc ça a été un plaisir. À rendre accessibles des informations budgétaires, une mission difficile mais pas impossible, s'accordent ses participants.
C'est une initiative très intéressante qui met l'accent sur la transparence budgétaire, sur les questions d'accès à l'information publique, mais aussi la déclaration de patrimoine. La transition est un réel espoir pour rendre effective l'adhésion de la Guinée au PGO. À date, 80 pays ont rempli les critères d'éligibilité. Les travailleurs de Space Plast dans la commune urbaine de Manéa sont en grève depuis des semaines. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Parmi les points de revendication, une augmentation de salaire, la prise en charge médicale ou encore la mise à disposition d'équipements de protection individuelle. Rosaline Gotomonemu, Ibrahim Assori, 5 Souma. Tout est parti du fait que les responsables de l'usine ont réduit les horaires du travail de 12 h à 8 h sous l'autorisation de l'inspection du travail et ont décidé par la suite de réduire les primes journalières de 50 000 francs à 35 000 francs. Ce que les travailleurs n'ont pas apprécié et demandent l'augmentation de salaire à 80 000 francs par jour, la prise en charge médicale et des équipements de protection individuelle à cause des accidents enregistrés dans l'usine. C'est beaucoup de personnes qui sont là. Ils ont perdu leurs doigts, certains ont perdu leurs doigts, certains ont perdu leurs bras. Rien à signaler, rien. On n'a pas de conseil, on n'a pas de syndicat. Implantés il y a plus d'une année, les responsables de l'usine Space Plast disent être sur le point d'améliorer étape par étape les points de revendication des travailleurs. Ils ont demandé de l'eau, ils ont mis une fabrique d'eau ici, d'eau potable, parce qu'il y a beaucoup de forages dans la cour. Ils ont acheté un congélateur de 2 mètres où ils mettent l'eau. La prise en charge médicale, s'ils ne peuvent pas ouvrir tout de suite une infirmerie ici, c'était de référer. Donc ils étaient dans la dynamique de négocier avec les cliniques d'à côté ou bien l'hôpital préfectoral, les EPI. Les EPI, ils en ont eu. Il y a des gens qui disposent, mais ils ne portent pas. Et on a dit, même si c'est usé, pour qu'on change, tu dois montrer ce qui est usé, ensuite on change. Alerté, le premier vice-maire de la commune urbaine de Manéa est arrivé sur le terrain en compagnie du chef de secteur. Il a demandé aux grévistes de surseoir à leur mouvement et de se retrouver autour de la table pour des négociations. J'ai reçu des jeunes, il faut le dire, au bureau, certains sont blessés. Et ils m'ont dit que certains aussi sont en prison. Donc maintenant, là, on leur demande de rester tranquille, de mettre la balle à terre, d'éviter de jeter les cailloux. Et on va s'impliquer pour qu'une solution soit trouvée à l'amiable. L'inspection du travail de Koya assure la médiation dans cette affaire. Les travailleurs réclament la libération de leurs camarades arrêtés mercredi et jeudi par la police de Koya. En région, après la manifestation du Bureau national des enseignants contractuels à Conakry mardi dernier, c'est au tour de l'antenne régionale de la dite structure à Cancan de battre le pavé ce jeudi pour demander leur engagement sans condition à la fonction publique. Ces jeunes grévistes très déterminés ont tout d'abord pris d'assaut les locaux de la DPE avant de verrouiller les portes des bureaux, empêchant les travailleurs d'accéder à leurs services. Alpha Omar Koïta a été sur leurs traces pour nous. Voici son compte rendu. Ces jeunes contractuels munis des pancartes sur lesquelles on peut lire entre autres « Nous voulons notre engagement à la fonction publique sans concours, à bas les cadres businessmen, à bas le concours, 5 ans à la crèche suffisent pour être fonctionnaire » ont tout d'abord pris d'assaut les locaux de la DPE puis verrouillé les portes et fenêtres des bureaux avant de rallier l'IRE. Aujourd'hui, c'est le début du commencement. Nous allons prendre la rue d'assaut aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ce que les cadres du département nous disent que voici votre liste avec les numéros matricules. En réponse, l'inspecteur régional de l'éducation de Cancan a laissé entendre. Puisque nous, on ne peut rien. On peut parler seulement au ministre, on peut parler au chef de cabinet, on peut parler au secrétaire général. Mais qu'est-ce que nous, on peut? Rien. Donc, comment vous êtes venus? Moi, je vais les appeler tout de suite pour dire que les contracteurs de Cancan aussi sont sortis aujourd'hui pour marcher. C'est pas ça? Non satisfaits de la déclaration de l'inspecteur, les manifestants ont rallié le gouvernorat où ils ont été accueillis par le directeur de cabinet. Almami Simbali Kamara, au nom du gouverneur, s'est adressé aux grévistes en ces termes. De faire un mémorandum et nous remettre. Comme l'administration est hiérarchisée, nous allons remonter aussi avec le commentaire au département pour que réellement ils sachent que ces jeunes contractuels qui ont toujours œuvré pour la formation de la génération montante, c'est-à-dire des jeunes, voudraient aujourd'hui leur engagement à la fonction publique. Déterminés au prix de leur vie,
Ces jeunes enseignants contractuels entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. C'est pourquoi ils lancent cette alerte aux autorités compétentes. Ils pensaient que nous étions des poltrons. Nous ne sommes pas des poltrons. C'est parce qu'on respecte, c'est pour cela. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Tant que la liste n'est pas publiée d'ici le samedi, avec les numéros matricules, Kankan ne va pas connaître de cours. Les écoles guinéennes, les écoles de Kankan vont rester fermées. Non, aucun texte islamique n'interdit à un musulman de loger un chrétien. Cela vient d'un imam que nous avons interrogé sur la question. Il précise par ailleurs que si un musulman devait loger un chrétien, cela doit se faire sous certaines conditions. Il n'est mentionné nulle part dans la Bible également qu'un chrétien ne doit pas héberger un musulman. Selon les religieux chrétiens, il en appelle à un sens élevé de la responsabilité et à l'acceptation. Mohamed Mustafa Touré, André Moussier Milimono et Aboubakar Keke Bangoura ont rencontré quelques religieux. Suivez leur reportage. L'imam Ramadan, dans un langage assez clair, a à l'entame condamné cette malheureuse réalité et ce comportement auquel se livrent certains musulmans. Il précise qu'aucun texte islamique n'interdit à un musulman de loger une personne dont il ne partage pas la même foi. Selon lui, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, lui-même a côtoyé et hébergé des non-musulmans. Il n'y a pas d'interdiction de loger un non-musulman. Le Coran même nous dit, lorsque un associateur vous demande l'asile, il faut le lui accorder pour qu'il entende la parole de Dieu. Ça, c'est un verset du Saint-Coran. Par ailleurs, ces religieux musulmans pensent que ceux qu'ils font le font par crainte que des non-musulmans, une fois logés, se livrent à des pratiques non autorisées par l'islam. Selon lui, un musulman devrait plutôt héberger un chrétien, mais sous des conditions qu'il doit soit accepter, soit rejeter. Il y a des gens qui consomment l'alcool, qui font de n'importe quoi dans les concessions. Et quand on est concessionnaire, donc tout ce qui se passe dans la concession, on est responsable. Il y a même des musulmans qui commettent ce genre de trucs. Donc, il faut mettre là des conditions. Quant au christianisme, ce prêtre catholique affirme que la Bible prêche l'acceptation et le vivre ensemble. Aucun texte biblique n'autorise donc un chrétien à refuser d'héberger un musulman. C'est pas possible, ça n'existe pas. On ne peut même pas imaginer qu'un chrétien puisse refuser de loger une autre personne à cause de sa confession religieuse. Il invite les musulmans qui se livrent encore à ces pratiques à revenir à de meilleurs sentiments. Mais mes frères musulmans, qui sachent que s'ils le font, ils ne le font pas au nom de la foi musulmane. Ça n'existe pas, ça, dans le Coran, ça n'existe nulle part. Ces religieux souhaitent également l'implication du secrétariat général aux affaires religieuses pour lutter contre cette pratique. Je vous le disais à l'instant, à Conakry et même dans certaines villes du pays, des concessionnaires de confession musulmane refusent d'héberger des chrétiens. La cohabitation interreligieuse est aujourd'hui à l'épreuve de cette pratique. Un groupe d'étudiants, tous chrétiens, témoignent de ce phénomène qui n'est pourtant recommandé ni dans le Coran, encore moins dans la Bible. Nos reporters Justin Lenou et Dibril Kaba Kamara se sont intéressés à ce sujet. Suivez. Quelle religion pratiques-tu? Principale interrogation à laquelle certains compatriotes chrétiens devront répondre à Conakry pour avoir accès à des loyers en location chez leurs confrères musulmans, nous apprend-on. Ces jeunes étudiants en ont été victimes. Là où nous allons pour rester, c'est les musulmans. Ils disent qu'il faut être musulman pour que tu sois logé. Venu de l'intérieur du pays il y a 2 ans, Kemo Kamano, lui aussi, a été victime alors que ses parents lui avaient proposé de trouver une maison où rester pour poursuivre ses études universitaires ici à Conakry. J'ai voulu prendre une chambre, mais quand je suis parti chez un concessionnaire, il m'aurait demandé beaucoup de choses. Tu pratiques quelle religion? Je lui ai dit que moi je suis chrétien. Il me dit ok, moi là où je suis comme ça, là, je ne peux pas faire loger un chrétien. Autre question qui suit souvent, es-tu marié, associé à l'appartenance ethnique et religieuse? Un autre facteur qui n'a jamais facilité l'obtention des loyers par ces jeunes,
même lorsque le prix est abordable. On a entendu parler de nos amis musulmans que quand tu loges un chrétien chez toi, s'il ne prie pas, que toute cette responsabilité revient sur toi. Ces jeunes renchérit que d'autres concessionnaires augmentent souvent le prix de la location pour les décourager. Pour nos interlocuteurs, ce qui le qualifie de discrimination vient souvent d'une minorité de croyants musulmans. Sinon, certains sont bien accueillants. Malgré que je suis logé actuellement chez un musulman, mais là-bas, la vie n'est pas difficile pour moi. J'ai ma liberté à 100%. Puisqu'il s'agit de religion, le sujet, une fois évoqué, frise parfois la colère. Nous adorons le même Dieu et seule la sensibilisation pour une prise de conscience peut changer la donne, estiment ces jeunes rencontrés. Vous le savez peut-être, le mois de Carême a débuté ce mercredi chez les chrétiens catholiques du monde entier. Et pourtant, même si elles sont aussi jésuites, il y a des églises évangéliques qui n'observent pas cette période de jeûne. Pour elles, il n'y a pas un moment précis recommandé par la Bible pour jeûner. Bernard Koundouno et Aboubakardine Camara ont rencontré quelques évangélistes pour en savoir davantage. Les chrétiens catholiques ont entamé mercredi les 40 jours de jeûne et de pénitence. Cette période spécifique de méditation et de prière n'est pas forcément observée par les autres religions chrétiennes. L'Église protestante ne trouve aucun passage biblique qui détermine la période particulière pour le jeûne. Nous ne jeûnons pas les 40 jours parce que ce n'est pas pour nous un sacrement. Les sacrements, c'est le baptême, c'est la Sainte Seine qu'on appelle la communion, le repas du Seigneur. Les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert sont à l'origine de ce jeûne pour certains. Le pasteur, lui, a une autre explication à cet exercice. Pour la Sainte Seine, Dieu dit clairement, faites ceci en mémoire de moi. Mais pour le jeûne, Jésus n'a pas dit de faire 40 jours de jeûne après lui. Ce n'est donc pas un sacrement. Mais Jésus voulait donner un exemple. Même si le carême n'est pas une ordonnance biblique, l'Église protestante a bien un calendrier à elle pour jeûner, car, dit-elle, cet exercice est un moyen de prière pour les évangélistes. Il y a des jeûnes que nous programmons par semaine ou par mois. Ici, par exemple, à l'église de Anta, nous jeûnons 3 jours la dernière semaine du mois, de chaque mois. Mais il y a aussi des jeûnes que chacun organise de sa part. Il y en a qui jeûnent pour les malades, il y en a qui jeûnent pour un besoin particulier. À l'église Wina Chapelle, ce moment de carême n'est pas aussi observé par cette autre couche de chrétiens. Ils disent avoir une période à eux pour le jeûne. Right now, we are going 3 days prayer and fasting, which we do every month. Actuellement, là où nous vous parlons, nous sommes dans un programme de 3 jours de jeûne et de prière qui se fait chaque mois. Chaque début de mois, nous avons un programme de prière, de jeûne et de prière. Et en dehors de ça, nous avons tout le programme de prière et de jeûne. Donc, ce qu'ils font, c'est normal. Jésus a jeûné 40 jours, 40 jours, c'est normal. Mais il n'est pas écrit quelque part dans la Bible que tous les chrétiens doivent jeûner ensemble. Dans les églises évangéliques, certains choisissent le début de chaque mois et d'autres la fin pour observer des moments de prière et de jeûne. Autre chose dans cette édition, la tournée des conseillers du CNT se poursuit partout en Guinée, à Conakry après Dixine et Matam. C'est la commune de Matuto qui a reçu ce jeudi une délégation du Conseil national de la transition. Cette rencontre qui s'est tenue avec Bessia Port 1 permet aux conseillers de recueillir l'opinion des citoyens sur les attentes vis-à-vis du CNRD. Justement, des propositions ont été faites. Reportage Marissa Camara, Aboubakar Keke, Bongoura. Cette rencontre qui a réuni les sages, les femmes, les jeunes de Bessia Port 1 a duré plusieurs heures. Les citoyens qui ont pris la parole ont d'abord exprimé leur crainte. La crainte de voir cette transition échouer. Mais ils veulent garder espoir. Des propositions ont été faites. Une invite au colonel Mamadi Doumbouya à tout faire pour le bien-être de la population guinéenne. Je recommande dans ce cas au CNRD, je l'ai dit tout à l'heure,
Ils n'ont qu'à faire un effort, ils n'ont qu'à faire un pas maintenant, un geste, pour soulager un peu la population. Cette femme fait une comparaison entre le gouvernement déchu et celui de Mohamed Beyavogui. Elle souhaite une amélioration des conditions de vie de la population. Nous les femmes, nous souffrons énormément. Au temps d'Alpha Condé, on achetait 1 kilo de riz à 5 500 francs guinéens, 8 500 francs guinéens. Conseiller au CNT apprécie le déroulement de cette consultation. La mobilisation reste cependant à gagner. Peu d'engouement, dit-il, surtout du côté des femmes. On voit très peu de femmes et très peu de jeunes. Le rôle du CNT, c'est de préparer, de faire le projet de constitution et aussi les textes législatifs. C'est cela notre droit, nous avons été mandatés par notre président. Le maire de Matoto, Mamadou Batos Camara, apprécie cette initiative du CNT. Il promet de s'investir pour que les préoccupations des citoyens de Matoto soient entendues. Donc hier, c'était la première étape au niveau de l'état civil de la commune pour rencontrer toutes les entités sociales. Nous sommes à notre deuxième étape au niveau de Gbessia et nous ne ferons que leur accompagner pour leur faciliter vraiment cette démarche. Cette rencontre aura permis aux citoyens qui ont pris la parole d'exprimer leurs inquiétudes. Il reste au CNT de transmettre à l'ensemble des acteurs d'agir. Parlons santé, 5,5% de la population mondiale est atteinte de la surdité, soit plus de 400 000 personnes à travers le monde, selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. D'après les études, 510 000 personnes sont atteintes de surdité en Guinée. Les professionnels demandent leur collaboration pour une prise en charge assurée pour vaincre ce phénomène négligé par les populations. Des actions concrètes s'intensifient face à cette maladie. En Guinée, chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition, des consultations gratuites sont organisées dans les hôpitaux nationaux pour identifier et prendre en charge ces personnes. Ce 3 mars, Ali Badara Camara et Abdoulaye Camara ont assisté à la consultation de quelques candidats à l'hôpital national Ignace Dina. Jeudi 3 mars 2022, Journée mondiale de l'audition. Une journée exclusivement consacrée à la consultation gratuite des personnes qui présentent quelques problèmes d'audition en Guinée. Très tôt ce jeudi matin, ils ont été nombreux ces candidats à la consultation au service otorino et laryngologie. Taïbou Diallo souffre d'une infection à l'oreille gauche. Après consultation, professeur Alpha Oumar Diallo présente le diagnostic. Nous avons constaté qu'il y a une infection au niveau de l'oreille de Madame Taïbou. C'est une infection qui ne date pas de très longtemps, donc nous qualifions ça d'une otite moyenne aiguë. Et comme c'est l'oreille gauche qui est malade, on dira otite moyenne aiguë gauche. Une infection qui peut entraîner une surdité légère. Cette consultation est une chance. C'est une maladie effectivement qui entraîne une surdité, mais c'est une surdité légère et qui peut être traitée avec les médicaments et qui peut guérir sans qu'on ait à solliciter un appareillage. À son enfance, Taïbou Diallo a été victime de l'écoulement de son oreille gauche. Face à cet autre problème, elle sera reprogrammée pour l'autogramme, un autre examen qui va définir la nécessité d'appareiller ou non l'oreille gauche de Taïbou Diallo. En attendant, elle garde espoir. J'ai l'espoir que je vais triompher sur la maladie. Je ne veux pas être une personne qui a un problème parce que tu n'entends pas bien dire toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À tour de rôle, les candidats à la consultation déclinent leurs problèmes. Cette fillette de 4 ans souffre d'une infection appelée rhinopharyngite aiguë. Après consultation, les médecins lui interdisent tout aliment frais.
Fini la réunion du comité consultatif général du CAMES. Les 13 pays représentés durant les 3 jours recommandent la promotion des chercheurs et enseignants-chercheurs dans l'espace CAMES et la cohésion entre les différents États membres. La ministre de l'Enseignement supérieur estime que cette activité peut favoriser le développement des institutions d'enseignement à travers des programmes d'enseignement adaptés. Dr Diaka Sidibé félicite également et encourage les enseignants-chercheurs, recteurs et directeurs généraux à participer aux activités du CAMES. Al-Senibari, Yacouba Traoré. À l'issue de 3 jours d'intenses travaux, des recteurs, des présidents d'universités, des directeurs de centres de recherche ainsi que des directeurs généraux venus de 13 pays africains recommandent la cohésion entre les différents États membres de l'espace CAMES. Ils invitent également à veiller au partage des différents référentiels élaborés pour la promotion de l'enseignement supérieur et surtout la connectivité Internet. Vous savez, aujourd'hui, avec la fracture du numérique, ce n'est pas du tout évident. Et si nous voulons effectivement réussir, il va falloir faire en sorte que les différents États et surtout nos collègues puissent disposer de meilleures qualités de travail pour qu'on puisse réussir dans l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne le cas spécifique de la connectivité Internet. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est une satisfaction de voir la Guinée honorer ses engagements vis-à-vis du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Pour elle, c'est une manière de promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur guinéen avec des cadres qualifiés et reconnus au plan international. J'en appelle à toutes les directions générales de l'enseignement supérieur de veiller scrupuleusement à l'implication de toutes nos institutions d'enseignement supérieur, nos centres de recherche et de documentation dans la participation active des activités du CAMES. Au terme de ce comité consultatif général du CAMES, 29 personnes ont été décorées, dont 26 au titre de grade de chevalier et 3 au grade d'officier. Dans un instant, c'est la rubrique sport. Nous avons justement sur ce plateau notre spécialiste maison, Al-Seni Baldi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Binta, bonsoir à tous. Ouvrons le bal avec la CAN U17 handball. 4 matchs, 4 victoires pour le Sili U17 handball. Ah oui, le Sili handball donc, a réussi la passe de 4 dans la compétition que la Guinée abrite depuis quelques semaines maintenant. L'équipe cadette dames a étrié les Bissau-Guinéennes sur un score sans appel de 80-7 ce jeudi au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry, ce après les victoires glanées lors de la première journée contre la Gambie 57-13, puis celle contre la Sierra Leone 75-18 lors de la deuxième journée, avant que la Guinée ne se débarrasse de l'Algérie 39-22 lors de la troisième journée. Un bel avenir pour les handballeuses guinéennes, Binta. À quelques jours du match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine Inde 2022, le Sili national de Guinée se prépare pour affronter le Libéria à Monrovia. Ah oui, les filles de Daouda Conté se préparent activement au centre technique de Nongo depuis quelques mois. Plus d'une centaine de joueuses ont été présélectionnées donc pour cette échéance. Techniquement, les encadreurs font leur travail pour permettre aux footballeuses d'être au même niveau. Les sélectionneurs guinéens Daouda Conté donne ici plus de détails sur tous les aspects de la préparation de son équipe. Suivez. Nous avons commencé au mois de novembre. Nous avons eu en main 128 joueuses au départ. On a fait la présélection, il y a eu maintenant 30. On travaille sur l'effectif de 30. Mais là, comme il y a le match qui s'approche, c'est pourquoi nous avons tiré 21 joueuses là, déposé la liste des 18 hier à la Fédération guinéenne de football. Vous voyez que nous ne sommes pas pour le moment à l'internat, mais on travaille quand même pour ce qui concerne les derniers réglages sur le plan technique. Donc, ce qui concerne l'administration, je pense que l'administration connaît ce qu'il faut faire pour que nous ayons un bon résultat pour ce match contre le Libéria. Je pense que nous avons maintenant tout ce qu'il faut, puisque c'était le passeport, c'était l'internat. Maintenant, hier, on a pris le passeport. On avait le sourire aux lèvres, on a applaudi, on a dit que c'est l'État qui est fort, puisque
On était dans une inquiétude à l'approche du match. Maintenant, on nous a appelés pour venir faire tout à la fédération, déplacer la machine. Ça, c'est très fort. Ça nous a plu vraiment. Ça nous a donné encore beaucoup de motivation de gagner le match du dimanche prochain contre le Libéria. Donc, pour le moment, nous avons comment on appelle, le moral. Donc, nous pensons gagner ce match-là. Nous avons commencé au mois de novembre. Nous avons eu en main 128 joueuses au départ. Du côté des joueuses, tout se passe bien. La motivation est de mise au sein de l'effectif. Selon la capitaine de la sélection cadette du Sili, Mawa Dramé, que je vous propose d'écouter. Depuis longtemps, on est sur le terrain. Ça se passe très bien avec les filles, les encadreurs, tout et tout. Il y a la cohésion, il y a l'entente aussi. Donc, ça se passe très bien, on peut dire. Avec l'objectif de remporter la victoire, il y a la motivation, il y a l'entente parce que c'est ça qu'il faut. Il y a la cohésion aussi entre les encadreurs et les joueuses. Il n'y a pas à dire, il y a le sérieux, tout. Donc on se prépare à fond pour affronter. Il faut le rappeler, Binta, que le Sili national cadet de Guinée, donc U17 féminine, doit affronter donc le Libéria. Ça sera le dimanche 6 mars prochain. Ça sera du côté de Monrovia, au compte donc toujours des éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu bien évidemment du côté de l'Inde au courant de l'année 2022 justement. Sur le continent, Alceni, l'Algérie se fait entendre pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Oui, officiellement, comme vous le savez, c'est la Guinée qui devrait en principe organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, mais qui traîne pour les pas en ce moment, bien évidemment, sur le plan de la réalisation des infrastructures sportives. Cependant, d'autres candidats, non de moindre, se déclarent petit à petit. C'est le cas de l'Algérie qui veut s'offrir l'organisation entière au cas où la Guinée ne serait pas à mesure d'être dans le délai voulu par la Confédération africaine de football en ce qui concerne la mise à disponibilité des infrastructures devant accueillir la CAN 2025. Même si notre source ajoute qu'aucune décision n'est encore prise, l'Algérie serait tout de même sur la piste de l'organisation de cette biennale de la compétition africaine de football. Et la Russie va contester sa suspension par la FIFA et l'UEFA devant le TAS. Oui, la Fédération russe de football va faire appel devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne de la suspension de son équipe nationale A masculine en qualification de la Coupe du Monde 2022 ainsi que toutes les autres compétitions internationales, a annoncé la Fédération russe de football dans un communiqué publié ce jeudi 3 mars 2022. La Russie devrait affronter donc, il faut le rappeler, la Pologne le 25 mars prochain en barrage du mondial 2022. Mais le 28 février, donc, la Fédération internationale et la Confédération européenne de football l'ont exclu de toutes les compétitions en réaction à l'invasion de l'Ukraine. Et pour finir, le championnat de karaté de Guinée s'est achevé la semaine dernière au Palais des Sports de Conakry. Oui, du 25 au 27 février 2022, le Palais des Sports, du 28 septembre, a vivré au rythme donc du karaté, donc qui a abrité le championnat couplé et la coupe nationale du karaté. Pendant 3 jours, donc, les athlètes venus des 8 régions sur les 9 que compte la Fédération guinéenne de karaté ont rivalisé en comité, en kata et en combat par équipe dans toutes les catégories. Si certains ont confirmé, d'autres ont été battus et le nouveau règlement a échappé à certains athlètes. Pendant bien évidemment ce temps, Mamadi Touré, champion junior homme, rêve lui déjà d'être champion d'Afrique. On les écoute successivement au micro de Mamadou Boiba. Quand on lançait les coups de main, on prenait à 5 cm comme ça les juniors. Maintenant, aujourd'hui, je suis étonné de voir une distance un peu que je peux mesurer à 10 cm comme ça. Parce que mes contre-attaques, quand je disais de mettre mes contre-attaques, ça trouverait que le coup de l'adversaire est déjà là. Donc, ça trouverait que le coup ne m'a pas atteint, mais je vois que les 10 cm sont atteints. C'est le nouveau règlement et puis il compte. Vraiment content d'être champion aujourd'hui devant les membres de ma famille. En fait, je me préparais encore pour le championnat d'Afrique qui va bientôt se débuter au Sénégal. Donc le travail, ça vient juste de commencer. Donc je ne vais pas me limiter là. Il faut que je travaille, que je devienne champion.
Merci Alcénie Baldé pour toutes ces informations. Merci. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information. Dans un instant, vous suivrez nos publi-reportages proposés par la rédaction. Merci de votre fidélité. Au revoir. Contribuer à la croissance et au développement durable du continent africain en finançant et en conseillant des entrepreneurs, des porteurs de projets et des PME en quête de croissance et de réussite. Telles sont les missions phares du groupe d'investisseurs et partenaires. Ce programme qui va s'installer en Guinée vise à répondre aux défis des financements et d'accompagnement des entreprises qui ont du potentiel pour se développer. On cherche des entreprises qui sont portées par des entrepreneurs qui souhaitent s'associer à des partenaires financiers, qui ont la capacité de gérer un changement d'échelle et qui veulent aussi un impact positif, social et environnemental dans la durée. Ce programme a pour objet de donner aux startups et aux entreprises du Sahel un accès au financement et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement et favoriser la création d'emplois. Il a été mis en œuvre par Molam Capital, partenaire local. C'est de développer des partenariats stratégiques mais aussi financiers qui vont nous permettre en gros de mettre à la disposition des PME et PMI locales une expertise déjà et des capitaux et des financements qui vont leur permettre naturellement d'accroître, de développer leurs activités afin naturellement d'atteindre des niveaux de performance auxquels ils aspirent concrètement. Le programme accéléré au Sahel regroupe 3 composantes, notamment le financement d'amorçage, l'assistance technique et l'accompagnement des écosystèmes. Il prévoit financer des entreprises jusqu'à hauteur de 500 000 €, d'où l'intérêt du gouvernement. Elle s'inscrit dans la politique du gouvernement qui est celle de booster le secteur des petites et moyennes entreprises et elle viendrait en complément. Depuis le lancement du programme, IP Accélération au Sahel a accompagné 65 acteurs du privé, dont 55 entreprises et 10 incubateurs. Financé par l'Union européenne, ce projet couvre déjà 13 pays de la région sahélienne. Renault Trucks lance ses activités en Guinée. Elle propose plusieurs services conformément aux besoins de la population dans presque tous les secteurs d'activité. Cette société intervient dans l'agriculture, l'industrie, la construction et tant d'autres secteurs. Dans son discours, le patron de la dite société a mis l'occasion à profit pour vanter les qualités de Renault Trucks. Renault Trucks est leader sur le marché guinéen. Un engagement fait de proximité, d'écoute, de compréhension de l'usage des camions, afin de toujours proposer la solution la mieux adaptée aux transporteurs guinéens. Sur les risques liés à la pollution de l'environnement et autres impacts négatifs, le PDG de la dite entreprise rassure. Nous améliorons en continu l'efficacité énergétique de nos camions, moins d'émissions de CO2. Ces nouveaux véhicules sont désormais 100% connectés, pouvant communiquer sur le trajet, la conduite sécuritaire, la consommation de carburant et les besoins en maintenance préventive. Cette innovation a été rendue possible grâce à un partenariat entre la Guinée et la Tunisie. Les partenaires techniques, tout comme les membres du gouvernement, saluent cette initiative qui vient soulager la population. Comet ne pouvait trouver un meilleur partenaire que M. Ba à travers son professionnalisme et son sérieux. C'est un monsieur qui a beaucoup de talent. Je pense que c'est un exemple que tous les opérateurs doivent suivre et faire en sorte que la Guinée soit sur les rails du développement. Inauguré ce mercredi, Renault Trucks de Symphonia est l'une des plus grandes constructions de cette entreprise sur le continent africain.
Dans le transport, la société propose entre autres des porteurs 8x4, des tracteurs 6x4, des citernes à eau et d'hydrocarbures, des bennes à ordures ménagères ainsi que des bennes semi-remorques et double remorques.